En ziotant le MOOC qui est sorti cette année autour de Saint Seiya, on peut y voir sur les pages des bronzes des tableaux nous indiquant les défaites et victoires de chacun d'entre eux. L'occasion de revenir sur deux personnages très précis. Généralement, quand on évoque Seiya, on a en tête un personnage qui se relève immanquablement et qui parvient au tout dernier moment à surpasser son adversaire en intensifiant sa cosmo-énergie. Et pourtant, on a tendance à l'oublier, mais Seiya n'a pas toujours été victorieux dans le manga, ainsi que dans l'anime, tout du moins sur des combats bien précis, donnant ainsi quelques finesses à l'intrigue qui ne fait pas de Seiya un combattant invincible. Déjà, on peut se poser la question face au Black Pegasus que Seiya pensait faiblard au premier abord. Sans l'aide de Shiryu, la mort de Seiya était totalement assurée par le défunt Black Saint. Dès ce moment-là, on pourrait presque évoquer un match nul. La grande différence avec Seiya, c'est que ce Black Pegasus terrasse son adversaire bien plus lentement. Et bientôt tu connaîtras la mort qu'il te réserve. Une mort à petit feu. Une mort à petit feu. Ce court combat, que ce soit en animé ou en manga, étonne dans sa résolution. Et l'idée sera quelque peu reprise par Maya de la Flèche dans le premier film. Alors que Seiya vient de vaincre à lui seul Misty et Moses, il devra s'incliner face à Astérion, ce qui est un choix très judicieux, permettant ainsi de donner un combat à Marine tout en indiquant également qu'elle reste encore son maître à ce moment précis de l'histoire. Durant le bref combat avec Astérion, l'épaulette de la clause de Pégase se brise dans le manga, révélant ainsi la puissance de la technique Million Ghost Attack. Je ne le dirai jamais assez, mais je pense qu'Astérion est véritablement un Silver Saint qu'on sous-estime trop régulièrement. Il vainc aisément Seiya grâce à sa technique, le Satori no Hu, soit littéralement lecture des pensées, qui lui donne un sacré avantage sur ses adversaires. Une défaite assez écrasante pour notre pauvre Pégase, qui enchaînait les combats à ce moment-là. Lors du premier Junikyu, Seiya affronte plusieurs Gold Saints, bien sûr quelques-uns lui sont totalement réservés, mais il devra s'incliner face à l'incroyable Cosmo de Shaka. Le manga ne prend pas la peine d'indiquer comment le coup est parti, tandis que dans l'anime, Seiya se prend un coup très similaire au Lightning Plasma d'Aiolia. Lors d'une des défaites ayant le plus changé entre le manga et l'anime, eh bien c'est incontestablement face à Milo. En effet, dans le manga, Seiya et Shiryu sont mis à terre en un seul coup via le Scarlet Needle et le combat se termine ainsi. Là où l'anime soigne la défaite de Seiya et ce avec beaucoup de panache. Dernier épisode animé par Shingo Araki sur cet arc. Les effets spéciaux autour de la comète de Pégase sont remarquables et il parvient à infliger un coup à Milo. Bien que son sort et celui de Shiryu soient totalement identiques à la fin de l'épisode pour retomber sur ses pattes, la défaite de Seiya est excellente et met également en valeur l'expérience de Milo et sa maîtrise du 7e sens. Une bien belle défaite qu'on oublie assez souvent. Dans l'arc Asgard, je l'avais souligné dans ma vidéo sur ce chapitre, il y a un de mes combats favoris, à savoir celui où Seiya s'oppose à Alberic, tant le scénario de Koyama renverse les codes. Habituellement, et ce n'est pas un secret pour personne, Seiya n'atteint que rarement ses adversaires au début du combat. Généralement, c'est même lui qui encaisse le premier. Alors ici, c'est très différent pour bien souligner le caractère inédit du personnage Alberic. Et Seiya en est même soulagé de ce premier échange, car il comprend que le saphir de Meigrez est à sa portée. Hélas, le personnage ayant plus d'un tour dans son sac, il a pris Marine en otage. Et ça, si ça s'était vu très furtivement avec Astérion et Moses, le scénario va plus loin, car Alberic indique à Seiya que s'il le tue, Marine sera à jamais prisonnière de son cercueil. Le God Warrior n'aura de cesse de torturer ensuite l'esprit du vaillant saint de Pégase. C'est à ce moment-là que la descente aux enfers commence pour lui et que le combat devient proprement génial. 俺はゴッドウォーリアーだ。その名にかけても嘘は言わん。早くしろ。マリンが骸骨になっても構わないのか。アテナのセイントは味方を見殺しにするのか。
黙れせいやマリンが死んでもいいというのか。Alberic tourmente Seiya avec des mots bien choisis et malgré son Ononoken, celui-ci sera malgré tout déjoué par Seiya qui, jusqu'à la fin, aura lutté désespérément. Seiya sera le second et dernier personnage à être emprisonné par Alberic. Un combat inhabituel dans le CV de Seiya, car celui-ci n'est pas vaincu par une technique ou par l'expérience de son adversaire, mais tout simplement par la ruse. Bon, bien sûr, on peut me rétorquer qu'il y avait eu auparavant les roses démoniaques d'Aphrodite par exemple. On peut aussi souligner que Seiya est brièvement mis KO par un coup en traître de Bud avec Hyuga. D'une manière très différente, notre héros est une nouvelle fois vaincu par la ruse, ou plus exactement la tromperie, par Kasa, le terrible mariner qui a le pouvoir de lire dans le cœur de ses victimes. Seiya, à l'instar de Hyuga, ne se fait pas immédiatement avoir et émet des doutes, mais le talent de Kasa est tel qu'il parviendra à manœuvrer Pégase grâce à un habile retournement de situation, et ce en déclarant être Seika. Assurément la défaite la plus poétique autour de Seiya, sublimée par la rare et magnifique musique Mitsu no Raya, enfin la première partie de la musique. Lors du second Junikyu, l'auteur avait besoin d'éloigner Seiya de son intrigue, indiquant par la même occasion que cette partie n'intégrerait pas les bronzes. Témoignant de ses progrès, depuis le premier Junikyu, Seiya parvient à faire valser Death Mask. Pourtant, la défaite de Seiya ne proviendra pas de lui, mais de Mu, qui ne fait que suivre les directives d'Athéna. Une défaite peu commune puisque Seiya est vaincu par surprise et se fait peu après téléporter par Mu. Le scénario nous fait oublier Seiya durant plusieurs tomes dans le manga. La scénariste Michiko Yokote fait croiser le fer entre Seiya et Miu, un combat très décevant puisque, comme vous le savez, c'est Seiya qui fait les frais des incroyables pouvoirs psychiques de Miu et non Mu. Un combat bien rageant quand on sait que dans le manga, le combat est très serré entre le papillon et le bélier. Probablement l'une des pires défaites de Seiya car elle gâche grandement le combat principal. Bien plus tard, Seiya et Shun seront mis à mal par plusieurs gardiens des prisons. D'abord par Rune, par le biais de son pouvoir Reincarnation, le personnage ne semble pas du tout à la portée de Seiya, de par ses pouvoirs pouvant rappeler de loin ceux de Shaka. Face à Pharaon et Orphée, il est très difficile de lutter face aux ensorcellements de Pharaon. Honnêtement, même Shiryu et Hyuga n'auraient rien pu faire. Shun, c'est délicat, car il a déjà eu affaire à Sorrento et était parvenu à déjouer sa flûte enchantée. Bref, vous l'aurez compris, les défaites s'enchaînent pour Seiya et à ce stade-là de l'histoire, on peut d'ailleurs souligner qu'il est vaincu en off par Adamante. Les OAV du Mekai nous offrent un semblant de réponse quant à cette défaite, mais honnêtement, ouais, c'est pas génial. Voilà de quoi pouvoir indiquer que Seiya n'est pas un personnage invincible et que l'auteur a fait tout son possible, ainsi que les scénaristes de l'anime, enfin pour Asgard surtout, pour ajuster des retournements de situation tout en prenant un malin plaisir à infliger des défaites à Seiya pour ainsi mieux faire interagir d'autres personnages derrière lui. Effectivement, dans les shonen, lorsqu'il y a plusieurs héros au sein du même groupe, ce genre de procédé est régulier, ne serait-ce que dans l'excellent manga Yu Yu Hakusho, via l'incroyable tournoi des ténèbres, mais ceci est une autre histoire. Et là, petit bonus en seconde partie de la vidéo, mais Shun, généralement, quand on évoque le personnage, on me dit qu'il se fait aider dans tous les combats, qu'il ne sait pas se battre et blablabla. Et on peut rajouter même des blagues homophobes, bref. Mais vous allez voir que c'est plus subtil que ça. Évidemment, la première défaite cuisante qui suit Shun est face à son frère Ikki, mais honnêtement, qui à ce stade-là de l'histoire aurait été capable de le contrer? Par ailleurs, Shun est spectateur du changement de personnalité d'Ikki, un élément psychologique qu'il ne faut en rien sous-estimer. Voilà pourquoi le combat n'a pas vraiment eu lieu. Face au signe noir, Shun est attaqué par surprise, mais le Black Saint gèle la chaîne d'Andromède, indiquant par la même occasion que si Shun devait se frotter à Hyuga, le combat serait bien difficile à moins d'utiliser la Nebula Storm. Au mont Fuji, le combat contre le Black Andromeda est un peu biaisé, Shun étant gêné par le corps de Seiya bien mal en point qu'il essaie de hisser. Le combat aurait été largement plus facile pour le Saint sans cet élément qui a considérablement rajouté de la difficulté au déroulement. Il est vaincu en même temps que Shiryu Hyuga face à la charge exceptionnelle d'Ikki et bien qu'inconscient, il prêtera sa chaîne à Seiya.
Dans l'anime, nous amorçons quelques combats exclusifs. On retiendra son échange tendu face à Dokrates qui semble quasi invincible et hélas face au Enetsu Sainte. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est avec ce combat que l'adaptation va se diriger vers le mauvais chemin autour de ce personnage à travers les films? Shun, 大丈夫か兄さん大丈夫かシュン兄さんやっぱり来てくれたんだね兄さんやっぱり来てくれたんだねやっぱり来てくれたんだね大丈夫かシュン Car oui, le premier film fait presque figure de remake par rapport à ce combat. Et malheureusement, la Toei Animation s'engouffrera sur cette voie, créant un gimmick qui est beaucoup détesté. Honnêtement, je connais pas mal de personnes qui détestent les films de Saint-Seiya en raison du traitement de Shun. Jamais je pourrais leur en vouloir. Jamais. 始まったばかりだというのにこんなところでへこたれたりしちゃみんなに笑われるからね On peut souligner que dans l'anime, Shun est vaincu par Dante en même temps que Yoga avant de revenir à la charge, mais que cela soit dans le manga ou l'anime, la défaite de Shun face à Algol est là, un alibi utile pour révéler le bouclier de Méduse. Et là encore, Shun ne sera pas le seul à déguster, Yoga le suivra dans le manga, et Seiya dans l'anime, bref, pas de jaloux. Bien que victorieux dans la maison des Gémeaux, on peut souligner que le premier round, enfin s'il y en a un, est néanmoins remporté par Seiya. Shun se relève véritablement grâce à l'intervention d'Iki, ce qui était une première dans le manga à ce stade-là de l'histoire. Face à Shaka, il essuie lui aussi une défaite, à l'instar de Seiya et Shiryu. La défaite de Shun est d'ailleurs bien cruelle qu'on y repense, l'anime ayant largement intensifié le degré de sadisme du Sainte de la Vierge à ce moment-là. Au royaume d'Asgard, eh oui, j'ai fini avec le sanctuaire et vous l'avez vu, Shun n'essuie pas tant de défaites que ça, hein. Bref, face à Mime, la confrontation est tendue et nous fait douter un instant du sort de son adversaire. Après tout, la Nebula Chain n'avait jamais échoué auparavant, enfin jamais, ce n'était que la seconde utilisation, vous me direz. La Toei Animation, pour l'utilisation de cette technique, fait systématiquement se dévêtir Shun de sa clause, histoire de retrouver un contexte plus ou moins similaire face à son combat contre Aphrodite. Ok, mais ça ne reste pas moins curieux comme choix. Quoi qu'il en soit, le combat est gagné par Mime et à une corde près, de quoi largement relativiser. Il est plus tard vaincu par Siegfried, prêt à en découdre avec tous les bronzes, mais en effet, Shun ne fait hélas que se défendre, protégeant ainsi Yoga qui lui est à bout de souffle. On peut aussi indiquer que Shun en avait pris plein la tronche par Bud. Au royaume de Poséidon, je serais tenté de dire qu'il s'agit de l'âge d'or de Shun, celui-ci vainquant deux Mariners, le dernier étant terriblement redoutable qui plus est. Face à Kaza, puisqu'il est question de cette défaite, oui, Shun se fait secourir par son frère. Alors, notons que la chaîne du Saint d'Andromède lui permet de démasquer son adversaire, et la ruse de Kaza échoue. Shun est toutefois vaincu par ses sentiments, ce qui n'a rien de puéril, à plus forte raison que dans le manga, Iki est laissé pour mort, désintégré par le Galaxian Explosion de Saga, et il est difficile d'imaginer Yoga et Seiya meilleurs que lui sur cet exercice, même si, en effet, Kasa appuie sur le fait que Shun est selon lui encore plus sensible que ses deux premières victimes. Au fait, si l'idée d'Iki venant toujours en aide à son frère vous énerve, eh bien sachez que vous n'êtes pas les seuls puisque Ryo Horikawa l'avait aussi indiqué. C'est parce que je suis toujours auprès de vous en train d'attendre. Je reste caché derrière un arbre et je repars en me disant « Aïe, je n'ai pas pu apparaître aujourd'hui lorsque je ne suis pas appelé ». Comme l'a dit mon cher frère, parfois j'aimerais bien que Shun prenne ses responsabilités sans personne pour venir réparer ses erreurs, qu'il se relève seul et parvienne à en réchapper grâce à ses seules forces. Je pense qu'il y avait au moins un épisode comme ça, les téléspectateurs n'auraient plus l'impression que Shun a toujours besoin d'être secouru, et parfois j'aimerais bien que ce soit moi qui sauve mon grand frère. Je partage cet avis. Et là, le naufrage a lieu, car Masami Kurumada s'appuie désormais de l'anime pour concocter son manga. Mais pourquoi a-t-il fallu qu'il reprenne ses mauvais travers sur ce personnage? Car bon, sans vouloir faire une séance de spoiler, Shun ne gagne aucun combat. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant avec Next Dimension. Dès que ce personnage accède à sa nouvelle clause, si effectivement il offre à chaque fois de la résistance à ses adversaires, il est désormais relégué au rôle de soutien pour Seiya. Si bien que ce dernier, au moment où il va le faire face à Charon pour le round final, Seiya demande à Shun de courir à la prochaine prison s'il ne vainc pas ce spectre. Face à Lune ou Luné,
Shun fait néanmoins part d'une meilleure résistance, aussi bien technique que verbale. Il ne faut pas oublier que sa chaîne est capable de traverser les dimensions après tout. Mais voilà, face à Pharaoh, contrairement à son affrontement face à Sorrento, la Nebula Chain est incapable de déjouer le pouvoir de ce spectre. Devenant Hades, Masami Kurumada effectue là un habile retournement des situations, mais quant à ses combats, il n'affrontera finalement aucun membre de la garde personnelle de Rhadamante et sera vaincu bien plus facilement que Shiryu Hyoga face à Thanatos. C'est vraiment une partie très délicate pour Shun où, j'en conviens, on peut grincer des dents malgré tout. Cependant, il est toujours bon de rappeler que les défaites de Shun pré-Hades ne sont en rien les plus humiliantes du manga, et généralement Shun est vaincu avec d'autres compagnons. Non, le véritable gros problème de cette idée reçue, ce sont incontestablement les films qui ont carrément bousillé l'image de ce personnage, et pour de mauvaises raisons, Masami Kurumada a repris ce leitmotiv dans son manga. Tristesse, je suis. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis si vous souhaitez que je fasse une autre rétrospective des combats, notamment de Shiryu Hyoga, et bien écoutez, pourquoi pas, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, ciao.